Maxime Pantaroto, c'est à vous. Alors, vous êtes chargé de mission SAGE, gestion quantitative et référent PDO au SMEAG. Alors, je vais traduire que 2 acronymes sur les 3. Donc, ça veut dire que vous travaillez en fait sur l'outil de planification qui est le SAGE, le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau. Alors, pour le coup, de la vallée de la Garonne, au sein du SMEAG. Le SMEAG, en fait, c'est le syndicat mixte d'études et d'aménagement de la Garonne, qui est la structure qui porte ce schéma d'aménagement. Et vous allez nous parler d'ateliers territoriaux de concertation que vous avez mis en place dans le cadre d'un projet européen Life, Eau et Climat. Merci d'avoir développé tous ces acronymes, comme ça je n'avais pas à le faire, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Donc effectivement, je vais vous parler de travaux qui sont peut-être un peu moins structurants que les briques de chambre qui permettent de construire les maisons de demain. Néanmoins, c'est des travaux qui animent la commission locale de l'eau de la vallée de la Garonne. Donc c'est le Parlement de l'eau qui travaille sur toutes les questions relatives à la gestion de la ressource en eau qui provient de la Garonne. Alors peut-être avant de vous présenter le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la vallée de la Garonne. Donc c'est la Garonne qui part des Pyrénées et qui s'étend jusqu'à l'estuaire de la Gironde, où ensuite on a un autre sage qui prend le relais, et ma collègue qui est présente ici, le sage de l'estuaire de la Gironde. Donc ça fait quand même 500 km de fleuve, ça fait 442 km de la frontière espagnole à l'amont de l'agglomération bordelaise, donc c'est un très grand territoire. Et tous les projets qui sont portés dans le cadre dans la gestion de cette ressource en eau sont appuyés par une collectivité territoriale qui est le SMEAG, donc c'est le syndicat mixte d'études et d'aménagement de la Garonne, et qui fédère tous les départements qui sont traversés par le fleuve et les 2 régions, dont la Nouvelle-Aquitaine. Donc au total, ça représente 1,5 million d'habitants, notamment du fait de la présence de l'agglomération toulousaine, puisque l'agglomération bordelaise n'est pas sur notre périmètre. Donc les travaux qu'on conduit sur l'adaptation au changement climatique, ils ont lieu dans le cadre d'un projet européen, qui est le projet Life, Eau et Climat. C'est un projet qui a pour objectif donc, de mieux intégrer l'adaptation au changement climatique dans la planification locale de l'eau. C'est un projet qui a commencé en septembre 2020 et qui a été vraiment mis en œuvre de façon plus opérationnelle sur la vallée de la Garonne en septembre 2021 avec mon arrivée. C'est un projet donc qui met plusieurs ressources à disposition, donc des ressources financières d'une part, mais également des ressources techniques et scientifiques, puisque ce projet, sous l'égide donc de l'Office international de l'eau, qui est le coordinateur central, réunit donc un bureau d'études spécialisé dans l'adaptation au changement climatique qui est Actera, Hydreos qui est un pôle de compétitivité spécialisé dans la ressource en eau et sa gestion, l'INRAE et Météo France qu'on ne présente plus, et différents territoires donc porteurs de sages également, qui sont présents un petit peu partout en France, et qui mènent des actions plus ou moins similaires à celles que l'on conduit sur la vallée de la Garonne. Donc ce qu'on a souhaité faire dans notre cas, c'était de préciser la démarche d'adaptation de la commission locale de l'eau, conformément à une des dispositions donc, du SAGE, ce document qui organise la gestion de l'eau sur la vallée de la Garonne. Et on s'est demandé quelles trajectoires sont possibles pour s'adapter collectivement en Garonne en 2050, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, mais également pour les différents usagers de la ressource en eau, donc les agriculteurs, les usagers domestiques, la biodiversité, les usagers industriels, voilà, toutes les catégories d'usagers qui peuvent être représentées dans la commission locale de l'eau. Donc là, vous avez le macro-planning de notre étude, et ma présentation sera principalement centrée sur la phase de diagnostic, puisque c'est celle qu'on vient d'achever récemment, et on est en plein dans la phase d'élaboration de la trajectoire d'adaptation. Donc je m'attarderai sur les ateliers de concertation qu'on a menés en fin d'année dernière et qui ont contribué à co-construire donc, avec les membres de la commission locale de l'eau et les acteurs territoriaux de la vallée de la Garonne ce diagnostic en identifiant donc, toutes les caractéristiques socio-économiques du territoire qui sont plus ou moins vulnérables au regard de l'exposition au changement climatique. Donc on a présenté l'étude lors d'un webinaire de lancement le 14 octobre dernier, et lors de ce webinaire, on a demandé aux gens, est-ce que vous connaissez Garonne 2050 ? Je les teste dans la salle ici aussi, est-ce que vous connaissez Garonne 2050 ? Ceux qui connaissent peuvent lever la main. Quelques personnes connaissent Garonne 2050, c'était la précédente étude prospective qui a été menée par l'Agence de l'eau
et qui avait pour objectif d'essayer d'esquisser voilà, les grands scénarios d'adaptation de la vallée de la Garonne. Ça a été réalisé en 2014 et en 2022, donc quand on a posé cette question aux participants, il y en avait plus des 2 tiers qui ne connaissaient pas Garonne 2050, alors que c'est des acteurs avec lesquels on a plutôt l'habitude de travailler sur la gestion de l'eau. Donc il y avait vraiment ce besoin de réactiver toute une dynamique de travail avec les acteurs du territoire pour les sensibiliser de nouveau, parce que la sensibilisation c'est jamais terminé, il faut tout le temps répéter, il faut actualiser, étant donné que la pression du changement climatique évolue, elle s'intensifie, voilà, on en a parlé avec les précédents témoignages. Et donc, on a demandé également, selon vous, quels sont les principaux leviers d'adaptation qui pourraient être sollicités pour s'adapter face à la pression du changement climatique, sachant que le SAGE, lui, préconise d'une part la sobriété, d'autre part l'optimisation, et enfin le développement de nouvelles ressources lorsque les déficits sont tellement importants qu'on n'a pas d'autre choix que de mettre à disposition une nouvelle ressource en allant la chercher autre part. Et donc tous les gens disaient de façon plutôt majoritaire la sobriété. Donc on s'est engagé sur ce travail en mettant en avant la sobriété. Donc voilà, on fait le test de 2 outils qui ont été proposés, élaborés dans le cadre du projet Life et Climat, donc une méthode de diagnostic des vulnérabilités au changement climatique, et un autre outil dont je parlerai moins, qui est un outil guide pour élaborer une stratégie d'adaptation. Et chacune des flèches rouges fait l'objet de 2 ateliers de concertation, un atelier de concertation en Garonne amont et un atelier de concertation en Garonne aval. À chaque fois pour essayer de représenter au mieux les spécificités du territoire avec les moyens dont on dispose, parce qu'on ne peut pas faire des ateliers autant qu'on voudrait, et plus on en ferait, plus on aurait de propositions, donc ça fait beaucoup de données à collecter. Donc les objectifs de cette concertation, c'était le séquençage des différents ateliers. On a demandé dans les premiers ateliers aux participants, sur la base du futur climatique qui a été analysé à partir du scénario sur lequel la Commission locale de l'eau souhaitait travailler, donc un scénario d'adaptation qui est qualifié de pessimiste au regard du réchauffement climatique, mais qui est réaliste au regard de l'effort d'atténuation qui est réalisé par la communauté internationale, donc qui conduit à un réchauffement de plus 6 degrés à l'horizon 2100, plus 3 degrés à l'horizon 2050, sur le territoire du Sage-Vallée de la Garonne. C'est des chiffres qu'à chaque fois on a tâché de spécifier à notre territoire. Et on a demandé aux participants d'identifier les facteurs socio-économiques qui venaient être mis en difficulté dans ce nouveau cadre climatique, hydroclimatique. Et les différentes contributions ont été plus ou moins variées en fonction des catégories d'usagers. Là, je vous donne un exemple de la chaîne d'impact qu'on a essayé de formaliser, parce que vous vous doutez bien qu'à l'issue de cet atelier, on avait des matrices très complexes, avec plein de relations dans tous les sens, et on a essayé de les synthétiser en essayant d'avoir une chaîne d'impact la plus englobante possible et la plus parlante pour traiter, là vous avez l'impact sur les milieux aquatiques et la biodiversité. Donc on a l'impact final qu'on a choisi d'étudier et d'évaluer, donc quelque chose d'assez large, l'accentuation des pressions qui s'exercent sur la biodiversité et les milieux aquatiques. Et lorsqu'on remonte tout au début de la chaîne, on voit qu'on a des facteurs de vulnérabilité physique, en fait, la diminution donc, du QDIS et des débits d'étiage, parce que la ressource est minimum en période estivale, l'augmentation de la température moyenne, qui sont des données inéluctables, enfin physiques, qu'on ne peut pas contester. Et on a renseigné ensuite la présence de zones humides, qui a été relevée comme un élément de sensibilité pour les milieux aquatiques et humides par les participants, le taux d'artificialisation des sols du fait de l'urbanisation galopante, et on a rajouté également un score de pénalité qui est l'aggravation de l'état écologique de l'eau au regard de l'atteinte ou non de la bonne santé qui est fixée par la directive cadre européenne. Et ça nous a permis de dresser une matrice des vulnérabilités par territoire. Donc les territoires qui nous concernent de l'Aquitaine ici, c'est Garonne-Agenèse, Garonne-Marmandaise et Garonne-Girondine. Et par catégorie d'usagers, donc les catégories dont je vous parlais. Et donc j'ai retiré volontairement tous les scores pour éviter d'avoir une lecture un petit peu trop biaisée, puisqu'il y a quand même quelques précautions lorsqu'on lit ces résultats, c'est que c'est avant tout une priorisation relative. Ça nous permet à nous, en tant que gestionnaire du fleuve, d'identifier des territoires prioritaires pour pouvoir intervenir.
Donc quand vous voyez que la Garonne à l'aval est plus verte que la Garonne à l'amont, ça ne veut pas dire qu'elle est moins concernée par le changement climatique, ça veut dire qu'elle est juste moins par rapport à la Garonne amont. Du coup, pas comparer dans l'absolu tous ces scores, mais ça nous permet d'avoir une grille de lecture pour voir où est-ce que les impacts sont les plus importants. Et on ne peut pas non plus comparer les scores entre catégories d'usagers, dans la mesure où tous les indicateurs qu'on a pris sont spécifiques à chacune des catégories d'usagers. Et donc, peut-être pour développer comme ça alors un petit peu plus sur le territoire de l'Aquitaine, le score qui apparaît sur la Garonne à Genèse, concernant les activités agricoles et forestières, donc c'est le plus rouge sur la Nouvelle-Aquitaine, c'est lié au fait que les prélèvements en eau sont plus importants lorsqu'on les ramène à l'hectare, et donc ça montre qu'il y a une véritable dépendance à cette ressource pour l'usage agricole. Il y a aussi une vulnérabilité à l'érosion des sols du fait de l'augmentation des précipitations intenses, parce que les sols sont souvent sont plus pentus, sont plus à nu, et donc ils sont sujets à des coulées de boue plus importantes. Et donc voilà, c'est ma diapositive finale du coup, sur le bilan à mi-parcours de ce que cette démarche, on va dire, de concertation a pu nous délivrer. C'est qu'on a eu recours à des outils pédagogiques donc pour explorer les concepts de vulnérabilité et d'adaptation qui sont pas si simples que ça lorsqu'on veut les étudier, parce qu'ils sont très, ils sont multidimensionnels, et lorsqu'on essaie d'expliquer aux gens comment est-ce que ils sont affectés par le changement climatique, ça peut partir vraiment dans tous les sens, et ça nous a vraiment permis de cadrer en fait les réflexions de la même façon qu'on a pu l'observer il y a 2 semaines sur l'adaptation, avec ces échelles spatiales, ces échelles temporelles, court terme, long terme, la multiplicité des enjeux. Cet exercice est un exercice de co-construction, donc prioritairement avec les membres de la commission locale de l'eau, qui organise le règlement en fait, qui permet de fixer des règles de gestion, et qui réunit donc les représentants des usagers, les représentants des administrations publiques et les représentants des collectivités territoriales. Mais c'est aussi une co-construction avec les acteurs locaux, donc les partenaires avec lesquels on met en œuvre le schéma d'aménagement et de gestion des eaux. La sensibilisation est nécessaire encore et toujours sur l'intérêt des services rendus par la nature, parce que bien souvent, les acteurs ne comprennent pas toujours l'intérêt de préserver la nature, les bénéfices que ça peut avoir par rapport aux bénéfices économiques instantanés de privilégier un usage de la ressource plus économique. Et un travail donc à poursuivre à une échelle plus fine pour favoriser le passage à l'action, et c'est ce qu'on souhaite faire lors de la seconde partie de l'année, puisque ça va être la fin de ces ateliers de concertation. Donc on a identifié 2 territoires pilotes pour accompagner des communes ou des communautés de communes à mettre en œuvre un projet d'adaptation plus concret avec les CPE, donc les centres permanents d'initiative à l'environnement, qui ont développé une méthodologie de facilitation de projets d'adaptation grâce au financement de l'Agence de l'eau. Et enfin, voilà, la concertation, c'est vraiment un métier à part entière. Nous, on fait ça, on a l'habitude au quotidien lorsqu'on anime la commission locale de l'eau, mais il y a vraiment des compétences spécifiques. Et bien qu'on soit accompagné par un groupement de prestataires, dont un sociologue qui nous accompagne sur comment monter, quel format utiliser pour mettre en œuvre ces ateliers de concertation, il y a vraiment une spécificité, des outils nouveaux, il y a une façon de vulgariser les choses qui est vraiment bien spécifique. Merci. Alors, on a un petit temps pour des questions. Toute une question. La centrale nucléaire, elle est mise dans l'énergie ou industrie? On a fait justement, on a fait une colonne à part entière à la demande des acteurs, bien spécifique à l'énergie, pour faire apparaître notamment la centrale nucléaire et également les barrages hydroélectriques dont on utilise la ressource en eau également pour organiser des opérations de réalimentation sur la Garonne, puisque sur la Garonne, vous n'êtes pas sans savoir si vous avez participé au précédent tremplin. Mon collègue avait présenté les opérations de soutien d'étiage du SMIAG, que le fleuve est de façon assez importante réalimenté lors de la période d'étiage en été par l'eau des barrages hydroélectriques. Donc, en amont du sage, on en a un. Il y a des coopérations avec des barrages sur tout le bassin de de façon plus large. Merci pour votre exposé. J'avais une question sur les scores de vulnérabilité. Donc ça, d'un point de vue méthodologique, c'est vous qui avez développé la façon de calculer ces scores. Est-ce que c'est quelque chose qui est partagé avec d'autres bassins versants, voire au niveau international? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu le type de compétences qui sont nécessaires pour vous?
dans le guide dont je parlais, qui a été élaboré par les partenaires du projet Life for le climat, il y a une méthode générale qui recommande voilà, les différentes étapes à suivre pour aboutir à des scores de vulnérabilité. Donc travailler sur des facteurs climatiques, travailler sur des facteurs non climatiques, essayer ensuite d'identifier des indicateurs quantifiables dans la mesure du possible pour pouvoir ensuite arriver à un score qu'on puisse évaluer, mais sans jamais se priver d'aller apporter des éléments qualitatifs en plus, parce que tout n'est pas quantifiable dans la vulnérabilité, notamment la sensibilité de tout un chacun à ces différentes pressions hydroclimatiques. Donc ça fera l'objet à la fin du projet d'un retour d'expérience qu'on est en train de construire. Et l'objectif, c'est ensuite de diffuser cette méthodologie à partir de la façon dont on l'a mise en œuvre à tous les autres territoires de Sage en France, voire dans le reste de l'Union européenne. Et on est accompagné par plusieurs partenaires techniques et scientifiques, donc à chaque fois qu'on avance dans la mise en œuvre de cette méthodologie, il y a quand même cette caution qui fait que dans cette assemblée rencontre gestionnaire-chercheurs, on s'entoure de chercheurs et c'est indispensable pour pouvoir avancer dans la bonne direction et conformément à toutes les recommandations qui peuvent être préconisées.